Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette 8e et dernière partie de FAQ. Je vous remercie pour toutes vos questions. 8 parties, ce sera probablement la dernière fois que je ferai des FAQ de ce type puisqu'on a battu un nouveau record dans l'enregistrement de tout ça. Ça m'a pris un petit peu plus de 12 heures devant l'avancée. Parce que normal, vous êtes plus nombreux, de toutes ces questions. Il faudra pour l'année prochaine que je fasse sûrement un autre système, probablement un live ou 2 ou 3, je ne sais pas, mais en tout cas ça ne pourra plus être sous forme de vidéo. On a terminé avec cette FAQ, je vous remercie pour vos questions, il y en avait encore une fois, comme chaque année, des très très intéressantes. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre fidélité. Je voudrais revenir sur des vieux films, mais ça prend beaucoup de temps à écrire. Donc, j'ai commencé à prendre des notes sur Ben-Hur, parce que je vous en parle depuis un petit moment, mais Ben-Hur est dans mon collimateur de films que je veux vraiment mettre sur le devant de la scène. D'autant plus que, petit aparté, j'ai vu le trailer du remake qui a l'air pleinement ancré dans son temps, mais alors là rien d'exceptionnel. Il ne sera qu'une copie moderne qui n'aura pas le panache, le drame et le grandiose de la version avec Charlton Heston. Donc ça me paraissait évident, je n'en attendais pas moins de ce trailer, et puis voilà. Je voudrais revenir dans un dernier temps sur une petite remarque qu'avait fait Alex Cédesso, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui disait que voilà, il appréciait que je fasse donc ce que j'aime sans chercher à faire du clic. Alors, il y a certaines vidéos qui sont quand même là pour faire un peu de clic, même généralement les critiques sont là pour faire du clic, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Après, la forme de la critique n'est pas très divertissante, mais je compte justement sur certaines critiques pour faire venir des gens sur la chaîne et qui puissent après regarder éventuellement des analyses de séquences. Je vais bientôt parler de Batman contre Superman. C'est évident que c'est une critique qui est là pour faire venir des gens. Il y a des critiques qui sont là pour faire du cliquage. Il y a du contenu qui est là pour vous faire venir. Après, je suis convaincu qu'il y a des gens qui se sont dit « Ah tiens, il a fait une critique de machin, je vais sur la chaîne » et il se rend compte en fait que c'est que du commentaire audio. Donc le mec, il repart, il se désabonne. Et ce sera comme ça assez longtemps, mais étant donné que je ne me destine pas à gagner de l'argent avec ma chaîne, je m'en fous des vues, je m'en fous des abonnés. Tu souhaites, bien sûr, n'importe qui souhaite être vu pour le propos qu'il tient, parce qu'il pense que son propos est plus juste que le propos du voisin. Oui, bon, ça c'est évident, tout le monde souhaite être un petit peu médiatisé. Oui, dans l'absolu, on le souhaite toujours un petit peu sur le côté, mais il n'y a aucune autre pression en termes financiers. En tout cas, pour ma part. Les seules vidéos, je termine sur ça, les seules vidéos où vous aurez des pubs, ce sont des vidéos qui se sont fait gauler par le scanner de YouTube. Parce que j'ai utilisé la fiche de film, parce que oui, on peut se faire gauler pour de la fiche de film, absolument. C'est pour ça que tout d'un coup, mon idée de faire de l'analyse d'affiches de film est un petit peu, tremblotante, cette idée. Je peux m'estimer heureux qu'il n'ait pas supprimé ma vidéo. Et je n'ai pas encore de strike. Je prie le ciel et j'espère que la situation sera stable. Parce que là, ces derniers temps, j'ai eu quelques notifications supplémentaires. Ça fait toujours un petit peu peur quand on se réveille le matin. Maintenant, nous allons répondre aux dernières questions de cette FAQ. Des questions de Kaiser Soze. En France, les télévisions et producteurs, critiques de presse sont pratiquement tous concentrés à Paris. En Allemagne, il y a des télés et des sociétés de production dans chaque Länder. Et on peut penser que ça donne accès à une grande variété de financements. Un système de production moins centralisé ne pourrait-il pas augmenter les chances, voire un renouvellement pour filmer en région? Ça c'est évident. Je pense que ça permettrait moins de concentration, donc beaucoup plus d'intermittents un peu partout en France, parce que moi je me suis déplacé à Paris précisément pour essayer de trouver du boulot. Ce n'est pas évident, déjà comme ça de base à Paris, ce n'est pas évident, mais je pense que si c'était plus dispatché un petit peu partout en France, ce serait plus sain
pour la production. Après, n'oubliez pas que les sièges sociaux des différentes grandes boîtes travaillent entre elles aussi, pour se passer des choses, pour des contacts, pour des réunions, et donc si elles sont aux quatre coins de la France, ça va générer des coûts supplémentaires de transport. Je pense que Lyon s'en sort correctement, et pour ma pomme, c'est-à-dire alsacien, l'Alsace s'en sort assez bien. Après, c'est toujours des petits coups, il y a beaucoup de documentaires, mais il y a quand même une part de fiction, et la région Alsace est attractive pour les équipes parisiennes. Mais après, il y a des régions qui sont magnifiques et qui sont complètement désertées, parce qu'il y a aussi des fois des lieux qui sont magnifiques, mais vas-y pour trouver les infrastructures. Il n'y a rien pour loger toute une équipe, et ça donne des fois l'impression, oh là là, on est en campagne et tout ça. Non, on est juste à 30 km de Paris. Et bon, des fois, il y a vraiment de l'argent, donc ils vont vraiment tourner un petit peu ailleurs. À la limite, je peux comprendre ça. Bon, je suis pas un financeur, mais je crois que ça permet de faire de sacrées économies. Et encore une fois, le cinéma, c'est du mensonge. Donc c'est tout à fait normal qu'ils fassent ce genre de pratique. Pour continuer, tu me dis, dans le cinéma français, la moitié des scénarios se passent à Paris. Et même quand les films se déroulent ailleurs que dans la capitale, les acteurs gardent leurs accents parisiens, qui ne correspondent pas toujours au lieu de l'action. C'est précisément ce que je disais. Sauf certaines comédies ou pour les rôles de figurants. Les scénarios se basent majoritairement à Paris. C'est pour ça que je regarde pas beaucoup de films français. Encore une fois, parce que les maisons de prod sont à Paris, que c'est plus facile à tourner là-bas. Donc les scénarios se concentrent là. Le CNC est à Paris. Le CNC vérifie et donne souvent son aval pour des scénarios qui vont après être financés par la télé, par des boîtes de prod, des choses comme ça. Mais il y a souvent d'abord le CNC qui passe là, et le CNC est parisien, et donc il y a aussi une mentalité parisienne quand on regarde des scénarios. Moi je voudrais que ça change, mais après il faudrait vraiment une délocalisation monstrueuse du style tout d'un coup Canal+ se déplace à Bordeaux. Bam! Canal+ se déplace à Bordeaux. Vous vous rendez compte du séisme? Canal+ se déplace à Bordeaux. C'est quand même un truc de fou, moi je trouve. Non, ce serait énorme. Voilà, un truc comme ça, ou genre TF1, je sais pas moi, TF1 à Brest. Mais vraiment, une énorme structure qui se déplace ailleurs. C'est impossible que ça arrive. Mais il faudrait un séisme comme ça pour revoir toute la carte de l'intermittence. Tout. Parce que si Canal+ se barre ailleurs, ça voudrait dire qu'il y a aussi D8 qui se barre ailleurs. Donc c'est déjà deux grosses structures qui se déplacent. Et avec ça, et toute la prod, en fait tout. Et ça changerait, je pense même, des scénarios, des choix. Bordeaux serait exposé pleinement à tout type de tournage. Je suis sûr que c'est une très belle ville. J'ai jamais mis les pieds, mais je suis sûr que c'est une très belle ville. Et avec des alentours qui seront en plus mis en avant. Et ça dynamiserait bien sûr certains commerces, certaines pratiques, certains lieux touristiques éventuellement, ou de patrimoine. Tiens, on va peut-être terminer sur cette idée-là. Quand, je pense, Nolan a choisi de faire son film de guerre dans le nord de la France, ça va générer des choses formidables pour les villes, les villages aux alentours. Ça va faire fructifier le commerce. Il y a tous les collectionneurs de vêtements de la Deuxième Guerre mondiale qui vont proposer leurs services. Et ils vont aussi générer, pour terminer sur ta question, une lumière, vont générer une lumière sur le lieu. Et il y aura peut-être après des productions françaises qui auront envie de venir tourner là-bas. Je suis sûr que des films comme Bienvenue chez Ch'ti ont peut-être généré des propositions de scénario au CNC, des gens qui voulaient tourner dans le Nord. De même que on a pu voir 2-3 films sur les handicapés dans les 1 à 2 ans qui entouraient Intouchables. Donc si on peut tout d'un coup avoir un énorme film qui génère un petit héritage en termes de scénario, je suis sûr qu'on peut aussi générer des films suite à des gros succès qui se placent ailleurs en France. Je crois pas que ça va changer. Et moi je le souhaiterais, mais ce sera pas le cas. On veut pas que le cinéma américain nous écrase trop en termes de nombre de films qui nous sont proposés. Donc on fait plein de films français pour essayer de garder un pourcentage au box-office suffisant. Je pense que le CNC justement propose de prendre des scénarios, de financer des scénarios pour une histoire de quota.
précisément comme ce que tu disais, les Britanniques, là, bon, c'était sur des histoires d'accent, mais eux, dans les années 30 et 40, de mémoire, ils avaient un système de quotas pour faire face à l'invasion du film américain. Donc ils faisaient plein de films de merde, c'était des films de merde, mais en attendant, c'était des films anglais. Et ils arrivaient à avoir un certain quota de films de leur pays pour faire face au cinéma américain. Je crois qu'on est peut-être dans cette optique-là aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne suis pas au ministère de la Culture. Kaiser Soze, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Je suis un peu parti dans tous les sens. Je m'excuse, mais je pense que tu auras quand même quelques pistes de réflexion de ma part. En tout cas, je te remercie pour tes questions. Ça m'a fait tout de suite penser à des vieux cours à l'université. Donc moi, ça m'a fait bien plaisir. Je te remercie et je te souhaite une très bonne journée. Ensuite, des questions de Max qui m'a posé des questions depuis le Facebook. Je te sais plutôt adepte du cinéma de Brian De Palma. Je ne suis pas adepte, mais j'aime bien regarder ça. Souvent, je ne suis pas déçu. Que penses-tu de ces productions des années 2000, souvent décriées ? Je pense que dans les années 2000, il a eu du mal à placer son style parce que c'est un style vieillissant. Je parlais du réalisateur Ridley Scott comme étant quelqu'un qui a fait évoluer son style, donc qui n'a pas un style vieillissant. Spielberg a peaufiné un style aussi de mise en scène qui vieillit moins que d'autres cinéastes. Je trouve que le style de De Palma a vieilli et ça se sent énormément. Alors elle essaye de s'accaparer les nouvelles technologies, mais je trouve qu'il y a une façon de filmer, une lourdeur en fait du maniérisme sur son cinéma qui est pesant et c'est pas très agréable à regarder. Ouais, c'est quelqu'un des années 80, voire même des années 70, qui fait encore un cinéma presque semblable dans les années 2000. Et ça sent un petit peu, quand vous voyez Femme Fatale ou Passion, ce côté de « Oh, je me réveille, ce n'était qu'un rêve. Oh, je me réveille, que je venais de me réveiller, ce n'était qu'un rêve. » Ce genre de truc, bon, c'était un peu what the fuck. Hein. J'ai beaucoup aimé Mission to Mars. Je l'avais vu au cinéma avec mon père. Vous avez d'ailleurs une critique sur la chaîne. Je crois que c'est le dernier De Palma que j'ai aimé parce qu'après, c'était un peu la descente, quoi. Femme Fatale, je n'ai pas aimé. Dayla Noir, j'ai rien compris. Et en plus, ça m'a fait chier. Et Redacted, alors j'avais pas trop apprécié, mais... Après, il y a eu, dans les cahiers du cinéma, un gros dossier sur Redacted et ça m'a fait un petit peu repenser le film. Donc je pense qu'il faut être aussi un petit peu préparé quand on va regarder un film de De Palma. Le style de De Palma est dépassé. Il n'a pas réussi à assez se renouveler. Mais je pense que l'échec de Mission to Mars l'a franchement stoppé, en fait, dans son élan. Bon, ça, c'est mon avis. Après, ça reste des films à voir hein, qui sont plutôt intéressants, mais... je n'ai pas pris de plaisir, voilà. Après Mission to Mars, je n'ai pas pris de plaisir à voir ces films suivants. Ensuite, est-ce que le fait de te soumettre à un exercice oral lors de tes vidéos qui exige une bonne sémantique et une capacité de hiérarchisation de ton argumentaire t'aide dans la vie ? Par exemple, être plus sûr de toi lors d'un entretien ? Que dalle ! J'ai pas l'impression que ça m'ait donné une quelconque assurance. Alors sûr que j'ai plus de personnalité dans la voix qu'il y a quelques années. Quand vous voyez les premières critiques ou les premières analyses, ça se voit que je suis beaucoup plus réservé. Alors que là, j'ai tendance à affirmer un peu plus mes propos. Mais l'argumentaire, la façon de parler, elle n'a pas vraiment changé. Au contraire, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus parlé ces dernières années en faisant voilà tout ce travail de commentaires, d'audio et tout ça, et j'ai tendance maintenant à avoir des tics de langage. Ensuite, dernière question, que tu m'as laissé volontairement ouverte à l'interprétation, peut-on vraiment juger une œuvre sans tenir compte de son contexte extérieur ? C'est ce qu'on appelle l'analyse interne. En cinéma, on a ce qu'on appelle l'analyse externe et l'analyse interne. L'analyse externe, c'est un contexte de production, un contexte politique du pays, par exemple, dans lequel le film a été produit, qui peuvent amener une lumière sur l'œuvre. Et je pense que on peut étendre cette idée à une sculpture, à une peinture, ou par exemple la façon dont le peintre a utilisé les couleurs, les types de couleurs, les types de pinceaux, les types de toiles, par exemple. C'est un contexte extérieur qui vient se confronter à l'œuvre. Ça, c'est extérieur. L'intérieur, ce serait la composition, la couleur même sur la toile. Et bien sûr, dans le cadre d'un film, le contenu qu'on voit à l'écran et le son qui sort des enceintes. Voilà, ça serait plus l'interne, le contenu interne dans le film.
Donc oui, c'est totalement possible. Et bien sûr, un jugement de valeur peut en découler, bien entendu. Enfin, à mon avis. Bien sûr, le jugement de valeur doit se baser avec des comparaisons, et les comparaisons sont externes au film. Je te remercie, Max, pour tes questions. J'ai vu aussi ce que tu m'avais passé en message privé. J'en prends bonne note. Ce n'est pas encore le moment pour moi de me plonger dans ces questions-là, mais un moment, je me confronterai à ce truc et je te dirai, enfin, si je m'en souviens. Enfin, c'est pas facile. C'est pas très gentil ce que je viens de dire, hein. Est-ce que je vais me souvenir de toi? Mais non, mais de toute façon, je ferai un moment quand je veux vraiment me confronter à ça. Je ferai une annonce claire et nette et tu pourras revenir vers moi si tu le souhaites, bien entendu. En tout cas, je te remercie pour ton message sur Facebook. Ensuite, une question de Robin. Est-ce que les scénarios les plus simples font les plus gros succès ? On en avait déjà un petit peu discuté, je vais avoir l'impression de me répéter, mais pour moi, oui, c'est pas à chaque fois le succès, mais je pense que ça permet de rappeler aux gens des idées qui sont toutes simples mais très fortes. The Revenant, si on prend à la base ce que c'est un film de vengeance, c'est il y a eu un drame dont quelqu'un a été le responsable et le héros va traquer ce responsable. Il y a une base de scénario, mais après il y a un traitement tout autour qui densifie l'histoire. Par exemple Avatar, on en avait un petit peu parlé tous les deux, mais Avatar a une structure relativement connue. Elle n'est pas simple, mais elle est connue. Mais il y a un traitement tout autour d'un univers de personnages et de mise en scène qui rend presque invisible le traitement de base, et on en voit d'autres choses parce qu'il étouffe avec d'autres thèmes qui viennent enrichir l'histoire de base, enrichir le scénario. De même que, on en avait encore parlé, je vais reprendre un peu les mêmes exemples, mais Memento, c'est une histoire de base et il y a une mise en scène tout autour qui travaille beaucoup le thème pour le dissimuler. Moi ça m'étonne pas, je veux dire. Encore une fois, on peut reprendre Gravity, c'est une personne qui revient chez elle, tout simplement. Mais t'as vu le traitement de fou qu'il y a autour de ce film ? Ce sont des choses qu'on a vues, et ce sont des choses qui sont plutôt simples. Même les histoires qui semblent de base compliquées, elles ne sont pas, il n'y a rien de compliqué. Si on creuse davantage le scénario, et voire même des fois, le film lui-même dit clairement ce qu'est le scénario. Je pense que c'est une façon de nous retrouver, de proposer une histoire simple. Une histoire qui est souvent dans les émotions. Les histoires simples sont des histoires d'émotions et la vengeance est une histoire d'émotions. Les films d'amour, ce sont des histoires qui sont plutôt simples, mais quand tu vois le pognon que font les films d'amour, surtout quand ils sont d'une qualité supérieure, ah oui, alors là, ça touche parce que on connaît tous un petit peu ce sentiment et on a envie de le retrouver au cinéma ou ailleurs. Je pense que oui. Je sais pas trop ce que je peux rajouter à ta réponse à part un simple oui, mais je vais pas m'appesantir dessus, mais je pense que oui, les scénarios les plus simples. Je devrais dire plutôt, pour corriger ta question, pas les scénarios les plus simples, mais les histoires les plus simples. Mais le scénario va étoffer cette histoire, comme je te le disais. Mais oui, je pense que les histoires les plus simples sont souvent les plus marquantes et celles qui nous restent plus en tête, que nous allons à notre tour conter aux autres. Alors que va conter une histoire super compliquée, les gens y suivront même pas. Va leur raconter une histoire simple d'un enfant dont le père a été tué sous ses yeux et qui va, après des années, revenir tuer l'assaillant de son père et monter sur le trône à la place de l'imposteur. Eh bien ça, c'est le Roi Lion. Voilà. Et en disant ça, j'ai aussi résumé une histoire qui est pourtant très compliquée, mais qui est aussi très très simple, et c'est un des Disney les plus connus dans le monde. Voilà, donc je pense qu'il y a toujours une base d'histoire. Après, il faut toujours la déceler. C'est-à-dire, il faut essayer d'épurer tout ce qu'on ressent dans le scénario pour voir l'idée de base. Qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire d'héritier, le Roi Lion ? Ou est-ce que c'est une histoire de vengeance ? Ah là, on peut se poser la question. Ça, c'est après la façon dont la personne va pitcher le film. Et pitcher, c'est quoi ? C'est raconter le film en 2-3 phrases. La chose la plus forte dans le film, qu'est-ce que c'est ? Et c'est ça, en fait, ton histoire simple. Et c'est ça qui peut donner l'impression, est-ce que le film va nous parler ou non ?
Voilà, Robin, j'espère que tu auras été satisfait de cette réponse. Moi, je suis pas satisfait de la réponse que j'ai donnée, mais parce que je la trouve partielle. Je poserai la question à un copain qui est scénariste en Alsace. Autour d'un commentaire de film, je lui poserai la question. On verra bien ce qu'il me dira. En tout cas, je te remercie, Robin, pour ta question. Et je te souhaite une très bonne continuation et courage là où tu es, hein. Tu vois très bien ce que je veux dire, hein. Courage, allez, Robin, et je te dis à très très bientôt dans la vraie vie ou sur Internet. Ensuite, des questions de Marc Ferré. Dans une FAQ, tu disais garder des affiches de films que tu as vus dans un dossier. Combien d'affiches y a-t-il dans ce dossier actuellement? De mémoire, je ne suis pas allé voir, il y en a à peu près 2700, sachant qu'il y a des films dont j'ai pas les affiches, il y a des films dont je me souviens pas du nom parce que j'ai pas commencé quand j'étais petit à collecter les affiches. Je pense qu'il doit m'en manquer peut-être une petite centaine, sachant bien sûr qu'il y a des films qui n'ont pas d'affiches, donc j'ai un petit bloc-notes à côté, donc 2700-2800 films. Ensuite, que signifie le terme film culte ou chef-d'œuvre au cinéma, selon toi? Pour le film culte, je te renvoie à la vidéo de Rafik Djoumi que tu trouves sur YouTube. Tu tapes Rafik Djoumi, comme ça se prononce, le Djoumi, et tu tapes aussi film culte et tu auras la définition avec laquelle je suis d'accord. Ensuite, chef-d'œuvre, étant donné que moi j'ai du mal avec cette expression et que je l'utilise pas, il serait un peu gonflé de ma part de te donner une définition. Donc non, je te donnerai pas de définition. Surtout, des fois, c'est mêlé avec tout ce qui est peinture et sculpture. Donc, on essaye de placer ça sur le cinéma. Et c'est tellement abusé aujourd'hui le terme chef-d'œuvre. Tout le monde dit chef-d'œuvre dès qu'un film est un petit peu particulier. Et bon, je trouve ça complètement saoulant. Et c'est pour ça que moi, je l'utilise très peu. Enfin, des fois, je peux le dire par connerie, mais je le pense même pas. Je ne ferai pas la définition parce que c'est un terme qui me fait trop peur, c'est un terme qui est trop fort de sens, qui est trop fort dans son importance, dans sa valeur en fait, que j'ai pas envie de donner ce terme à un film et je n'ai pas envie d'en faire la définition parce que je ne suis pas moi-même clair avec ce terme. Donc je pense que tu pourras comprendre pourquoi je ne veux pas parler de films cultes ou des chefs-d'œuvre. Ensuite, à partir de quand peut-on dire qu'un acteur fait du surjeu? Alors c'est bien gentil de me poser cette question, mais je ne suis pas acteur et je ne suis pas réalisateur et je ne suis pas directeur de casting. Donc qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? À partir du moment où tu le tolères. Parce que c'est ça en fait. Pour certaines personnes, il y a des acteurs qui ne seront pas en surjeu et pour d'autres, ce sera clairement le cas. Donc c'est plutôt ta limite à toi qui te fait dire est-ce qu'il est en surjeu ou non. Ça dépend complètement de toi, hein. Ça dépend pas de la personne elle-même. Elle-même, elle fait un jeu particulier. Est-ce que toi, tu trouves que c'est du surjeu ou non? Est-ce que pour toi, par exemple, les personnages de Dupontel sont en surjeu ou non? Moi, je trouve qu'ils ne sont pas en surjeu parce qu'ils jouent une catégorie de jeu qui est particulière et qui est dans la volonté de ce que veut Dupontel. Donc pour moi, c'est pas du surjeu. C'est un jeu à l'échelle de ce que souhaite Dupontel et dans l'univers dépeint par Dupontel. Donc pour moi, ce n'est pas du surjeu. As-tu déjà eu une expérience devant la caméra en tant que comédien? Et sinon, cela te plairait-il d'essayer? Oui, j'ai déjà eu des expériences en tant que comédien devant une caméra et j'ai pas envie de recommencer. Question bonus, je trouve personnellement que Nathalie Portman et Jodie Foster sont épatantes dans leur façon de jouer, particulièrement dans les films dramatiques. Es-tu de cet avis? C'est souvent pour les acteurs, faut dire, je trouve que passer des fois de la comédie au drame, ça permet d'épanouir complètement leur jeu et pour ces deux actrices, je suis aussi totalement d'accord. Closer ou V pour Vendetta, je trouvais Nathalie Portman vraiment très bien. Et Jodie Foster, je trouve aussi que c'est une très bonne actrice. J'ai pas vu ses dernières œuvres, mais je suis sûr qu'elles se débrouillent très très bien, toutes les deux. Je te remercie pour tes questions, Marc Ferré, et je te souhaite une bonne journée. Ensuite, des questions de Yoko. Est-ce que je vais parler du cinéma coréen sur ma chaîne? Peut-être.
Que penses-tu des performances de l'acteur Tom Cruise? J'aime bien. Neil Blomkamp en réalisateur d'Alien 4. Qu'en penses-tu? Alien 4, c'est Alien Résurrection, donc ça peut pas être le réalisateur d'Alien 4. Ensuite, que penses-tu? Ah bah oui, les questions c'est comme ça. Que penses-tu de manière générale de la critique professionnelle amateur de YouTube générale à propos des comédies françaises? Je les regarde pas concernant la comédie française, donc l'avis, je peux pas te le donner, tout simplement. Je ne regarde pas, il y en a déjà peu qui font sur les comédies françaises. Après, est-ce que c'est juste ou non, ou est-ce qu'il y a du favoritisme pour se faire remarquer ou que sais-je? Aucune idée, je les regarde pas, donc je peux pas te dire. Je pense que c'est plutôt compliqué. Il y a toujours des choses à dire sur les films, bien sûr. Mais bon, à part de dire que voilà, c'est banal, qu'il y a un thème intéressant, mais qu'on a déjà vu ailleurs, et voilà, et ça s'arrête là, je vois pas trop ce qu'on peut dire d'autre. En ces temps plutôt moroses, saurais-tu nous conseiller quelques films positifs qui donnent la pêche? Généralement les films d'animation ça donne plutôt la pêche. Allez regarder Zootopia, c'est bien sympathique, si c'est encore en salle à l'heure où je sors cette partie des FAQ. Les comédies musicales généralement sont assez sympathiques des années 50, je trouve. La Belle de Moscou, moi je l'ai trouvé très réussi et très optimiste. Justement, vaut mieux pas les chercher, je crois, ces films là, c'est plus agréable quand tu tombes par hasard dessus. Bienvenue chez les Ch'tis, c'est optimiste. Intouchable, c'est quand même optimiste. Et ce sont des récits, pourquoi ils ont marché? Précisément parce qu'ils sont positifs. Voilà, et tout simplement. Donc si tu ne les as pas vus, je t'invite à voir aussi Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchable. Ensuite, une question de Xafcom. Que penses-tu du traitement réservé aux bons, selon moi, entre parenthèses, réalisateurs français comme Yann Kounen, Florent Siri ou autres qui sont obligés, à la manière de leurs prédécesseurs, de faire de la télé parce qu'aucun soutien de la part des producteurs ou des médias? Eh bien, je pense qu'on a tous fait un petit peu de la télé à un moment ou à un autre pour ne pas être oublié. Après, il n'y a pas de mal à faire de la télé. En faisant de la télé, ça te permet toujours d'être devant, de travailler, c'est déjà le plus important, mais aussi d'être actif. Parce que tu vas rencontrer aussi des personnes, des producteurs, qui sont aussi des producteurs de films éventuellement, qui font aussi dans la télé. Des techniciens, avec qui tu vas peut-être super bien t'entendre. Des nouveaux acteurs et actrices. Donc, sous prétexte que t'as pas de financement, je vais rien faire pendant 8 ans. C'est ridicule. Il y a beaucoup plus de travail qui se fait aussi avec la télé, on revient au cinéma, il y a un va-et-vient et il n'y a pas de mal à ça. Il y a franchement pas de mal à ça. Quand j'entends... Alors attendez, c'était qui déjà, cette connasse? Alors vous allez voir, quand je vais dire le nom, je pense que vous allez être ulcérés. C'était Annie Girardot. Alors actrice qui est quand même assez connue. Alors elle, j'avais vu une vidéo tout récemment. Elle était en train de pleurnicher, mais littéralement de pleurnicher, de pleurer au César 1996 sous prétexte je croyais qu'on m'avait oublié, merci le cinéma français de ne pas m'avoir oublié. Quand vous regardez tout ce qu'elle faisait entre télé, théâtre et cinéma, et même en 96, mais elle tournait encore en plein régime, et tu la voyais faire la comédie, mis un truc de malade mental. Au César, je trouve ça scandaleux, franchement. Il n'y a pas que le cinéma dans la vie, et quand tu voyais tout ce qu'elle faisait à côté, elle était ultra putain d'active. Si elle n'avait rien fait, mais que dalle, si elle n'avait rien fait pendant 5 ans, là je pourrais comprendre peut-être ses larmes, mais là je trouvais que c'était du pur cirque, c'était du théâtre là. Cette scène que vous pouvez retrouver sur le site de l'INA, vous tapez Annie Girardot avec un T, je crois à la fin, et vous avez cette scène là, mais c'est renversant parce que c'est faux. Alors voilà, justement, faut pas tomber dans ces conneries là. Oh là là, en plus c'est complètement faux, elle continue à travailler dans le cinéma depuis qu'elle l'a commencé. Il n'y a pas eu 2 ans où elle foutait rien, il y avait toujours des choses, et même si elle le faisait pas au cinéma, elle le faisait au théâtre, elle faisait dans des séries, elle faisait dans des téléfilms, donc ça fait travailler. Et pensez pas que les mecs, ils font travailler aussi leur style en télé. Et quand tu travailles aussi en télé, c'est travailler... ça répartit son argumentation quand tu vas discuter avec des producteurs qui sont peut-être un peu plus renfermés. C'est continuer à négocier et ne pas perdre cette fibre, continuer à garder son charisme de réalisateur, et justement face à des gens qui vont les mettre à mal. Donc c'est aussi travailler sur soi quand tu continues de travailler en télé. Donc je vois
pas du tout où est le problème. Bien sûr, c'est pas pour le même public. En premier lieu, bien sûr, vous le savez, hein, que le cinéma est financé aussi par la télé en France. Je vois pas où est le problème. Et encore moins, si je me mets en peau de technicien, c'est encore moins un problème parce que c'est nécessaire. Après, tu me parles du patrimoine français, de ce que je peux aimer là-dedans et tout ça. Je sais pas trop. Bon, après, tu parles de Dupontel, par exemple. Je n'ai pas vu Le Vilain. 9 mois ferme, je trouvais ça sympa. Ça m'avait bien fait marrer. Je ne peux pas répondre parce que je connais pas les noms que tu cites. Par exemple, Julien Seri et Benjamin Rocher. Tu me dis les noms, j'ai aucune affiche de film qui me vient en tête en parlant de ces noms-là. C'est un peu dommage. Surtout que voilà, je suis français et je suis incapable de parler du cinéma de mon pays. C'est vraiment dommage. Mais en attendant, c'est comme ça. Mais c'est pas comme si j'allais mourir le lendemain de cette FAQ. Donc j'ai tout mon temps encore pour rattraper le retard, pour découvrir des noms. Donc, et surtout pour m'en souvenir, parce que je regarde des films français, mais je suis incapable de me souvenir de qui que ce soit, mis à part des acteurs qui sont des grosses têtes. Alors, c'est un peu dommage quand même. Donc par exemple, j'ai vu La French, je peux pas vous dire de qui c'est. C'est con, mais c'est comme ça. Je vois des films français. Encore La French, c'était médiatisé, hein. Mais je vois des films français. Mais je peux pas me souvenir du nom des réals, voilà. C'est malheureux. À moins que je fasse une fixette sur le mec, c'est pas possible. Je te remercie Xafcom pour ta question. Ensuite, une question de Scramch. J'ai eu un témoignage inattendu sur le cinéma d'aujourd'hui. Tu me l'as noté, tu me parles, voilà, d'un président du contentieux du Conseil d'État, un juge administratif au niveau national, Bernard Stirn, qui a notamment dit ceci sur les visas d'exploitation qu'accorde le ministère de la Culture. Il dit « La police du cinéma est une bizarrerie française. Elle donne les pouvoirs très importants au ministre de la Culture. Avec Internet aujourd'hui, la police du cinéma a un côté un peu archaïque. As-tu une réaction à ce petit passage ? La commission qui délivre le visa n'est pas une police. » Je trouve que déjà, il a un avis un petit peu fort en parlant de police. C'est un comité qui délivre visa d'exploitation et qui donne une restriction pour aiguiller le public. Il ne s'agit pas d'une censure d'une police. Il s'agit plus d'un accord pour sensibiliser les gens qui vont voir le film. Je trouve que le terme police est un peu fort. Il est dans le vrai quand il parle d'Internet. Ça, je ne vous l'apprends pas. Internet permet de télécharger des films interdits aux moins de 18 ans, mais ce n'est pas comme s'il avait inventé la roue. Hein, ça, tout le monde le sait à peu près. Après que les grandes institutions, des gens qui ont 50 ans voire plus, le reconnaissent, ça c'est plutôt une bonne chose. Ce serait pas trop tôt d'ailleurs qu'ils le reconnaissent. Quand il dit que c'est une bizarrerie française, elle donne des pouvoirs très importants au ministre de la Culture, il faudrait alors que ça soit accordé où ces pouvoirs à promouvoir ? Bah là vous aurez de la police culturelle à promouvoir, hein. Mais c'est normal que ce soit le ministère de la Culture qui s'occupe du cinéma. C'est pas de la bizarrerie, c'est de la logique. Là je comprends pas. Mais bon, tu as bien fait de me parler de ça, de me donner cette petite citation. Commentaire de citation, attention vous avez 4 heures. Ça pourrait être le sujet d'une dissertation. Introduction, problématique, thèse, antithèse, synthèse, conclusion. Vous avez 4 heures. Je te remercie pour ta question Scrunch, on dirait un nom de barre céréale ou un truc comme ça. Je te souhaite une bonne journée. Ensuite, des questions de Alex Fossier. Comment choisis-tu les films que tu vas regarder ? Ah bah c'est selon l'humeur. Oui, c'est complètement selon l'humeur. Après, des fois je dois me faire un peu de violence pour regarder les films qui ne sont pas forcément évidents. Vous savez, les films d'Antonioni, les films de 3h40, voilà, ces choses-là qui font un peu peur. Je dois me mettre en condition un petit peu. Et des fois, j'ai de belles surprises. Donc oui, c'est vraiment au gré de l'humeur. En ce moment, voilà, j'ai plus besoin de choses qui me dynamisent qu'autre chose. Donc c'est une période, hein, bien sûr. Ensuite, combien de films regardes-tu en moyenne par semaine ? Alors là, en ce moment, ça a drastiquement tombé. En ce moment, je regarde 3 par semaine. Certaines fois, c'était 1 par jour, minimum. Donc c'était un peu délirant. Quel est ton record de visionnage de films par jour ou par semaine ? Par jour, à un moment, je m'étais fait un week-end, j'avais vu 15 films en un week-end. Bon, je te dis pas que je me souvenais déjà plus du premier film au bout du 3e, mais... serais-tu capable de donner une estimation du nombre de films que tu as vus dans ta vie ? Moi, pour l'instant, j'ai vu à peu près 2700 films.
grossièrement. Pourquoi je dis 2700? Parce que je collectionne les affiches. Dans un petit dossier sur mon ordinateur, j'ai toutes les affiches de tous les films que j'ai vus. Avec un bloc-notes à côté où je trouve pas les affiches, des fois je me note les noms des films. Ensuite, selon toi, combien y a-t-il eu de génies réalisateurs dans l'histoire du cinéma? Les génies de certains sont des gens sans talent pour les autres, donc moi par exemple je ne considère pas Tarantino comme un génie, et d'autres considèrent comme un génie. Je te sortirai pas des noms que tu connais pas, hein. Donc ça sert à rien de me poser la question aussi. Ensuite, si tu pouvais inviter n'importe quel acteur, réalisateur à dîner, qui choisirais-tu? On va dire sur les vivants. Hein. Ça c'est le disque dur qui tourne. Hein. Je crois que je prendrais Nolan pour réalisateur. Ensuite, on a tous vu des films qui nous tiennent particulièrement à cœur, alors que la majorité a décrété que c'est des films moyens, ou alors de mauvais films. Moi, par exemple, j'adore Le Pôle Express, etc. Enfin, tu me cites des films. Voilà, tu parles de péché mignon, je suppose de plaisir coupable, mais tu t'en fous de ça! Tu t'en fous de ça? Quand il n'y avait pas internet, on se posait pas la question plaisir coupable parce que t'avais pas le retour des autres. Et tu t'en foutais. Donc le plaisir coupable, les péchés mignons, c'était venu avec internet, mais en fait, on s'en fout. Ce n'est pas une notion qui est à la base de la réception. C'est une déformation venue d'internet. Hein. Le plaisir coupable, le péché mignon. Mais par rapport à quoi? Par rapport à la vie des autres. Et avant, quand il n'y avait pas internet, la vie des autres, tu ne l'avais pas. Tu l'avais parce que tu parlais à 2-3 personnes de ta classe et ça s'arrêtait là. Ça n'a aucun impact. Avec internet, maintenant, tu aimes un film, tout d'un coup, tu te rends compte que la Terre entière le déteste. Bah oui, là, voilà, je suis coupable d'avoir le plaisir. Mais tu t'en foutais à l'époque. C'est pas une réception de base du film. C'est un paramètre qui est venu après la réception de beaucoup de films que j'ai connus. Donc c'est un truc qui sert à rien. Alors bon, à la liste de films, ouais. Enfin, moi je trouve que le Pôle Express n'est pas vraiment mauvais, c'est juste que les mecs ils savaient pas comment le vendre. Kung Fu La Notting Hill est bien, alors c'est une comédie qui est typique mais elle est bien. Shaolin Soccer, je vois pas en quoi il est mauvais. Chicken Run, je vois pas en quoi il est mauvais. Madagascar, alors je connais pas trop mais bon ça a eu quand même énormément de succès. Et Project X, voilà, Project X là c'est déjà un peu plus compliqué. Moi je le trouve très intéressant mais là, y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup moins. Mais la plupart des films que tu me cites, c'est pas des mauvais films, hein. C'était pas généralement les gens qui les ont vus ont plutôt apprécié. Enfin, je pense, il me semble. Hein. En tout cas, Chicken Run va me dire qu'il a eu de mauvaises critiques, hein. Certainement pas. Ça, c'est une question bidon. Hein. Ah, c'est de la question bidon, hein, parce que le propos même de ta question ne tient pas debout. Tu aimes les films, point barre. Je t'engueule pas, mais j'engueule en fait cette façon de penser parce qu'elle vient pas de toi. Hein, je l'ai vu dans d'autres questions, des années même avant. Hein, cette idée d'avoir un poids du public qui te fait dire après que t'es coupable de pas avoir pris du plaisir devant ces films. C'est faux. T'as pris du plaisir, point barre. Moi, je pourrais t'en citer, mais il paraît que Hook, la revanche du Capitaine Crochet, n'a pas séduit le public. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise critique. Je comprends pas. Voilà, c'est des trucs que je comprends pas. Alors que le film a été un succès à l'époque, quand il est sorti. Je me rappelle, mon père, on l'avait en cassette, on l'avait en DVD. Mon père n'a pas des coups de merde. Enfin, je pense pas. Je vois pas où est le problème, en fait. D'ailleurs, pour tout de suite répondre à ta prochaine question, oui, Hook, la revanche du Capitaine Crochet, c'est un film dont certaines scènes me font pleurer. Hein. Et c'est instantané. Hein. La scène où il y a le petit enfant qui essaye de redécouvrir Peter Pan dans les traits adultes de Robin Williams, ou quand il y a la scène du baseball chez les pirates. Il y a le fils de Peter, Jack, voilà, qui balance la balle et on va la balle partir comme ça dans les airs. Et il y a Jack qui est en train de faire le tour du terrain et il y a Crochet qui dit monte Jack et il y a Peter Pan juste à côté qui dit monte Jack parce que tout d'un coup Crochet il a réussi à prendre ce que Peter aimait le plus, ses enfants, et à se les faire siens par la fille qui est réticente et qui chante. Et il y a tous les pirates qui sont en train de l'écouter comme si ça leur rappelait leur maman. Enfin, c'est magnifique. Franchement, le film, il est magnifique. Il est plein d'émotions. Ça, c'est le film nostalgique pour moi, mais complètement. Ça me fait encore beaucoup d'effets. Hein. Voilà, si je devais citer un film, par exemple, ce serait celui-là.
c'est plus des scènes de vraiment particuliers dans des films, mais genre, tu vois, je regarde le film, je regarde juste ces scènes-là et après je passe à un autre film. Hein. Voilà, plus des trucs comme ça, mais après, soit c'est du pleur de nostalgie, de films que j'ai connus quand j'étais tout petit, soit c'est des scènes que, voilà, moi j'étais investi dans le film, comme La Môme, hein, que j'ai vu à un âge tout à fait normal, hein, qui m'ont pris. Et La Môme, je l'ai pas vu au cinéma, hein, donc je l'ai vu bien après, et ça m'a quand même fait énormément d'effets. Ensuite, quels sont pour toi les défauts qui ont tendance à être rédhibitoires pour un film? Autrement dit, où se situe le point de non-retour dans ta tolérance de spectateur? Ah, ça varie complètement en fonction du sujet du film. Pour moi, il faut qu'il y ait de l'enjeu, que l'enjeu soit palpable et qu'il soit bien mené. Quand on a du suspense, on doit croire aux enjeux du film pour que le suspense opère et qu'on soit littéralement accroché au siège. Je prends plus simplement, parce que c'est là où ça me saute plus aux yeux, le film d'action. Il faut que l'enjeu soit ultra fort, qu'il soit très bien amené pour que le spectateur soit embarqué. Je prends Green Zone parce que pour moi c'était un effet choc. Le réalisateur Frank Greengrass passe beaucoup de temps à poser ses enjeux, et quand il a terminé, alors là on décolle pas, parce qu'on l'a extrêmement bien écrit et mis en scène, avec des dialogues qui sont au bon moment, et on a tout ce qu'on doit savoir en information pour qu'après, le train du suspense, de l'action soit mené. Et c'est tout ce que j'attends aussi du film, c'est que je sois pas extérieur, que je sois à l'intérieur. Et des fois, ce qui peut être rédhibitoire aussi, c'est des choix de mise en scène qui peuvent me faire sortir du film. Par exemple, Man of Steel. Je l'avais vu au cinéma, il y avait une scène qui m'avait particulièrement marqué par rapport à cet exemple. C'est la scène du premier sauvetage de Lois, quand elle est catapultée sur Terre à bord d'une petite capsule. Eh bien, on a Superman qui fonce vers la capsule, et la scène fonctionne dans un champ contre champ, toujours du même côté de Superman, avec un rapprochement progressif, non seulement des distances, mais de l'échelle de plans, pour bien sûr après des gros plans entre les personnages, pour les émotions. Et je trouvais que cette gradation fonctionnait ultra bien, avec bien sûr tout le travail son, où ça sature à fond dans la musique, dans le sound design de la chute, enfin la totale quoi, on est à fond dedans. Moi j'étais vraiment à fond. Ah mais c'était énorme, hein. Et tout d'un coup, je comprends pas pourquoi on fait un plan en quelque sorte général depuis le sol, alors qu'avant on n'avait que des plans où on était avec Superman en train de voler, et on a un plan depuis le sol. Du coup on n'a plus toute cette saturation de bruit. Et après ce plan-là, on revient tout de suite à ces plans très proches de la capsule avec Superman et tout ça. Et je comprends pas pourquoi on a mis ce plan général. Alors oui, bien sûr, c'est depuis le sol, peut-être que c'est pour avoir un meilleur aperçu de là où ils vont atterrir. Mais je trouve que ça nous sort littéralement de la séquence, ça nous sort de l'émotion aussi de Superman qui veut sauver Lois. Parce qu'on a un plan plus abstrait avec le maïs et cette capsule qui descend. Mais il n'y a rien d'émotionnel, on n'est pas engagé émotionnellement dans la scène. Donc là, par exemple, je trouve qu'il y a un problème de mise en scène raté. Je ne comprends pas le pourquoi de ce plan. Mais c'est très intéressant de se poser des questions par rapport à notre ressenti sur la scène. Là, j'ai été frustré pour cette scène de sauvetage. Pourquoi j'ai été frustré? Et il faut toujours se poser cette question-là, et pour après, justement, émettre la critique, cette fameuse critique. Oui, là, c'était un point de non-retour pour cette scène-là, mais après, le film, je l'ai beaucoup aimé. Hein. Aurais-tu des livres à conseiller? Non, j'en ai aucun. Tu n'as qu'à regarder ce qui te plaît. Tu verras bien, c'est selon ta façon de voir et de consommer de l'écrit sur le cinéma. Donc je n'ai pas de conseils à donner à ce niveau-là. Je te remercie Alex pour tes questions et je te souhaite une très bonne journée. Ensuite, encore une flopée de questions de Damien666, dit le démon, qui revient pour une nouvelle flopée de questions. Penses-tu que le réalisateur David Fincher est le nouveau maître du thriller, voire du renouveau de ce genre? Pour prolonger ma première question, est-ce un terme abusif, maître du thriller, ou une réalité en prenant en compte toute sa filmographie, quels que soient les genres et thèmes qu'il a abordés dans sa carrière de cinéaste? Pour certains, ce serait plutôt Denis Villeneuve qui serait le nouveau maître du thriller. C'est en fonction des attaches de chacun. Moi, je veux pas me présenter comme si c'était un renouveau. Ça fait un petit moment qu'il est là aussi. Hein. On parle de renouveau, et on parle de renouveau dans nos années, pas dans les années 90. Hein. Parce que les années 90, ça commence doucement à dater. Donc, on peut plus appeler de renouveau ou de nouveau maître ou des choses comme ça.
Non, pour moi, ce n'est pas forcément le nouveau maître et des choses comme ça. Il a pas fait que des thrillers aussi. Faut pas oublier l'étrange cas de Benjamin Button qui n'est absolument pas un thriller. Il a des envies de faire autre chose, hein. Je vous rappelle qu'il avait de mémoire bien l'envie de faire 20 milieux sous les mers. Ce n'est pas quelqu'un qui se destine uniquement à faire du thriller. Après, il se trouve qu'il est bon là-dedans et que les gens redemandent aussi. C'est quelqu'un qui est maintenant plutôt jeune aussi, doit avoir un peu plus de 50 ans. Je crois qu'il est de la même génération que Michael Bay, hein. Ce sont des films qui ne sont pas faciles pour un public, c'est un public de cinéphiles aussi, parce que bon, les gens, Fincher, ils se pressent pas forcément dessus, c'est pas la grosse attraction, c'est quelqu'un de renommé pour les cinéphiles, mais c'est pas forcément une grosse attraction à chaque fois. C'est quelqu'un, par contre, qui peut faire vendre sur son nom, ça c'est plutôt rare. Quelle définition donnerais-tu à David Fincher ? Auteur, metteur en scène, narrateur, voire plusieurs à la fois. Je vois pas pourquoi je devrais les mettre dans des catégories comme ça. C'est pas vraiment un narrateur. J'en ai pas l'impression, je dirais plus metteur en scène. Parce qu'auteur, lui-même n'est pas auteur, ce sont après les critiques qui voient des marques d'auteur. Mais lui-même n'est pas forcément auteur, à la limite il s'en fout, c'est plus un metteur en scène. Après un metteur en scène est un narrateur visuel, donc on en revient aussi à la même chose. Donc bon, tu sais, ces questions-là, est-ce que c'est un auteur ou c'est un peu du bidon ? Ça me fait penser d'ailleurs, peut-être que tu as eu cette idée-là avec cette expression, c'est ce qu'on disait de Carpenter, enfin lui-même le disait, qu'il était considéré de différentes façons en fonction des pays. La réputation variait en fonction des pays. Donc j'ai l'impression que tu as essayé de refaire cette sauce pour David Fincher. Dis-moi si je me trompe, mais c'est pas un mal, mais je trouve que c'est des questions un peu inutiles, hein, à part si on a quelque chose derrière la tête précisément quand on se pose ce genre de questions. Par exemple, si on veut commencer à écrire quelque chose sur le mec, comment on peut l'aborder, et on peut l'aborder par ces 3 points-là. Oui, c'est évident. Après, je trouve justement qu'elle se lie pas mal, donc moi, je vois pas trop l'intérêt de cette question. Et pour clôturer sur Fincher, as-tu vu son dernier film Gone Girl ? Qu'en as-tu pensé ? Je me suis fait chier devant Gone Girl. Oui, moi, je trouve que c'est plus amusant de suivre les gens qui font des enquêtes, même si des fois ils en galèrent, que suivre la victime. C'est un parti pris intéressant, mais moi, ça m'a pas du tout intéressé. Je me suis ennuyé. Bon, il y a pas de mal à ça, ça arrive, hein. Ce n'est pas le premier Fincher qui m'ennuie d'ailleurs. Ouais, ok, sympa. C'est du maniérisme, hein, complètement. Quand tu vois le making-of, tu dis, ah ouais, le mec, il est assez fou quand même, hein. Mais oui, bon, sans plus. Franchement, ça, c'est pas très intéressant, je trouve. Gone Girl, ça a bien marché, ça a fait son succès, les gens étaient très contents, la critique a été très contente. Peut-être que j'ai pas perçu certaines choses qui donne plus de panache au film, mais bon, moi j'en porte pas plus lourd. Je suis content de l'avoir vu, mais sans plus. Voilà, pour moi, Gone Girl, c'est sans plus. Ensuite, toute dernière question. Si tu échoues... Ah oui, le truc de échouer sur une île déserte, c'est ça ? Oui, avec des œuvres et tout ça. Bah moi, je prendrais aucune œuvre. Parce que si tu échoues sur une île déserte et que tu sais pas pendant combien de temps tu y seras, et que tu as la possibilité de voir que ces œuvres-là, eh bien ces œuvres-là vont hanter ton esprit, parce que tu ne vas pas arrêter de les regarder. Plus tu les regardes, plus il y a des films que tu as aussi vus qui vont s'oublier. Et les choses que tu vois tout le temps vont supplanter les souvenirs que tu as d'autres films. Et ça, je ne le tolère pas. Tous les films ont droit à avoir leur part égale dans mon esprit, donc je vois pas pourquoi je devrais privilégier certains films plutôt que d'autres. Ça peut rendre complètement fou de voir toujours les mêmes films parce que t'as pas d'autre chose à faire et tout ça. Alors autant me souvenir de plein de films que plutôt seulement une filmo ou des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est vachement malsain. Bon, déjà, ces questions, c'est inutile, mais bon, hein, comme t'as dit, elle était amusante, mais moi, je trouve pas ça très amusant, hein. T'es sur une île déserte, tu te rends compte l'angoisse, et tu trouves ça amusant. Moi je trouve pas ça amusant. Il y a plein de trucs comme ça amusants, mais qui sont vraiment amusants. Mais alors ça, moi ça m'amuse pas du tout d'imaginer ça. Voilà, donc bon, moi je dirais aucune. Je te remercie Damien 666 pour tes petites questions, et je te souhaite une bonne continuation.
Voilà, cette partie de FAQ est désormais terminée, même partie, mais la 5e FAQ est vraiment terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que certains sujets que j'ai évoqués vous auront fait réagir ou non. En tout cas, je sais que dans certains commentaires, ça a fait réagir, avec par exemple promouvoir. Je ne cible personne. Non, mais c'est bien, ça fait de la réaction et moi, ça me permet aussi de voir d'autres points de vue que le mien, forcément, et c'est tout ce qu'on attend d'Internet d'ailleurs. C'est le partage et le retour. Par rapport à la télé, on n'a pas de retour. Je vous remercie pour tout cela. Très prochainement, parce que là j'ai eu un peu de retard, mais très prochainement, il y aura une analyse de séquence et pas des moindres, puisqu'il s'agira d'une analyse de séquence de Man of Steel, le combat final dans Man of Steel. C'est une analyse de séquence de 37 minutes, je crois, de mémoire. C'est un gros machin, j'espère que ça vous plaira. J'ai beaucoup taffé sur cette analyse, hein. Ça m'a mis 1 ou 2 mois d'écriture, hein. Donc j'espère que ça vous plaira. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!